élections qui vont bientôt arriver dans moins de 2 semaines, c'est ça? 23 février. 10 jours même, oui. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir deux Christian Beck et Christian Moss. Christian Beck m'a recommandé de appeler Christian Moss Chris et de l'appeler lui Christian, c'est ça? Non, c'est l'inverse. C'est Christian Beck Chris et Christian Moss Christian, voilà. Comme ça, on va pas faire la confusion que je viens de faire, voilà. Et ils vont un peu nous parler du système fédéraliste allemand, qui est très intéressant et qu'on ne connaît pas forcément, car le système français est différent, très différent. Et ensuite, on va parler justement des élections, quels sont les différents scénarios et à quoi on doit s'attendre. Voilà, voilà. Et je donne maintenant la parole à Christian. Oui, je crois. Christian. Merci beaucoup. Bonjour de Bruxelles. Dans ce cas, mais je suis avec Christian Moos dans l'organisation de UEF Allemagne. Euh, je vais apporter une présentation. Je vais essayer, si ça marche, de vous montrer maintenant pour expliquer un peu le fédéralisme allemand, pas en général, mais les aspects relevant pour nous maintenant. Hum. C'est où celle-là? Alors, idéalement, vous pouvez voir maintenant une présentation de les partis politiques relevant de l'Allemagne. Euh, Ce sont les partis dans le Bundestag, le Parlement allemand au moment, euh, les sociodémocrates, les Verts, les libéraux, les chrétiens démocrates, l'extrême droite Alternative für Deutschland, AfD, et la gauche, comme vous voyez. J'ai aussi marqué quels sont les partis de gouvernement actuels, sociodémocrates avec Olaf Scholz, et les Verts de Robert Habeck. Les libéraux étaient 3 ans dans le gouvernement, mais ils ont quitté, le chancelier a décidé qu'il quitte, c'est un peu le mix de les deux, euh, mais c'était déjà en novembre. Euh, c'est relevant de parler beaucoup du Parlement parce que le fédéralisme allemand, comme le plus grand nombre des pays en Europe, c'est le Parlement qui élit le gouvernement et le chancelier fait le choix des ministres, mais c'est bien sûr bien déjà décidé par les partis qui forment le gouvernement. C'est le mot que j'ai appris, c'est un mauvais mot en français, coalition. Mais on a beaucoup d'expérience avec ça en Allemagne. Peut-être ça va agrandir un peu en France maintenant aussi. Euh, alors, c'est le coalition au moment, mais c'est très probable que ça va changer. Un aspect très important pour les élections, probablement vous savez bien, euh, en France, vous connaissez le système majoritaire pour les élections. Alors, le parti qui a la majorité dans un circonscription, pardon, euh, gagne ce siège dans le Parlement et les autres votes sont perdus. En Allemagne, on a un système proportionnel, parfaitement proportionnel,
même si on a deux votes pour le faire beaucoup plus compliqué. Mais à la fin, le premier vote pour une circonscription aussi en Allemagne, c'est c'est calculé avec la deuxième vote. La deuxième vote, c'est la vote proportionnelle et c'est la vote beaucoup plus important. Euh, Si une partie gagne plus des sièges avec la première vote, plus qu'elle a le droit avec la deuxième vote proportionnelle, ils ne sont pas réalisés au futur. Dans le passé, c'était même plus compliqué, mais c'était un peu fait moins complexe pour les prochaines élections. Avec la proportionnalité, parfaitement, c'est un grand exception. On a une barrière de 5%. Les partis qui gagnent moins que 5% ne sont pas dans le Parlement. Avec une autre exception, si tu gagnes trois sièges avec la première vote directe, on peut même garder ces pourcents, même si c'est moins que 5%. C'était la dernière fois pour la gauche. Comme ça, on était juste sous la barrière de 5%, mais avec trois mandats directs, on a été le droit de recevoir les sièges pour le 4,9%. On a gagné. Alors, ça, c'était la grande différence. Alors, on ne forme pas les coalitions des partis comme en France, mais tous les partis peuvent exister à côté de soi-même avec un peu plus d'indépendance. Et même si la gauche est un peu séparée dans quelques partis euh, comme en France, c'est une existence un peu plus indépendante. La plus grande différence est très importante aussi pour la logique comme les partis politiques gagnent d'expérience et fonctionnent avec eux-mêmes. La grande logique de coalition, c'est parce que on n'a pas seulement la chambre Bundestag, euh, élue directement par les peuples, mais on a une deuxième chambre, le Bundesrat. Alors, une deuxième chambre du Parlement composée par les gouvernements des 16 États fédéraux, les Länder. Ce sont les Länder que j'ai vous présenté ici avec la petite plan de l'Allemagne. Vous, Français, en composé deux de ces deux Länder, Rhineland-Palatinat et Baden-Württemberg. C'était construit par les Français après la Deuxième Guerre mondiale. Les autres Länder étaient les zones d'influence des autres pays alliés après la guerre et alors un peu moins d'influence directe. Et j'ai vous fait le combination ici. Baden-Württemberg est représenté dans le Bundesrat par une coalition euh, avec les Verts en tête et les conservateurs, les chrétiens démocrates comme partenaires. En Bavière, c'est une autre spécialité que les chrétiens démocrates sont la même partie dans tout le pays, avec l'exception de Bavarie, où c'est une autre partie, mais ils sont toujours ensemble dans le Bundestag, alors ça ne fait pas trop grand une différence. Euh, et vous voyez que pratiquement tous les partis politiques relevants, ils sont aussi partis d'un gouvernement ou l'autre,
dans un ou l'autre de ces 16 länders. Alors, les sociodémocrates sont en tête de beaucoup des gouvernements. Les conservateurs sont en tête de beaucoup des gouvernements. Les libéraux sont dans deux euh, de ces gouvernements au niveau régional. Euh, les gauches sont de deux ces gouvernements. Alors, tous les partis sont part d'une coalition au niveau régional. Et alors, c'est un peu difficile toujours pour les partis politiques d'expliquer pourquoi on ne peut pas former un gouvernement au niveau national si on déjà fait ça au niveau régional. Alors, c'est beaucoup plus d'expérience pour les partis politiques et alors c'est beaucoup plus normal de former les coalitions. Euh, et oui, c'est normalement beaucoup des lois ont besoin d'une majorité, pas seulement dans le Bundestag, mais aussi dans le Bundesrat. Alors, il faut toujours convaincre aussi quelques d'autres partis qui sont pas nécessairement partis de majorité au niveau national, parce que leurs votes sont nécessaires dans le Bundesrat. C'est pas toujours l'intérêt parti politique, mais c'est beaucoup aussi les intérêts vraiment régionaux qui sont représentés là-bas. Mais ça fait qu'on parle beaucoup des compromis dans la politique allemande. Euh, Avec tout ça, jusqu'au moment, on est un peu une exception, l'Allemagne dans la totalité de l'Europe. Ici, vous voyez un plan de l'Europe et tous les pays où l'extrême droite est à première, deuxième ou troisième place euh, au niveau national. Ce sont beaucoup de pays. En France, Rassemblement national, c'est troisième place. En Pologne, la PiS était première place. C'est juste que la coalition de Donald Tusk était en complet, plus que la PiS seule. En Italie, les Fratelli d'Italia, en Espagne, Vox et beaucoup des partis d'extrême droite. En Allemagne, on a une cordon sanitaire jusqu'au euh, aujourd'hui, quelques disent jusqu'au ces 2 semaines, mais probablement, Christian, tu peux expliquer un peu plus sur ça. Euh, et alors, c'était moins attractif de voter pour l'extrême droite et c'était plus normal euh, d'exclure l'extrême droite dans la formation des majorités. Et maintenant, c'est la grande question si ça reste comme ça. Euh, Finalement, ici, les sondages. Où est-ce qu'on est avec la discussion en Allemagne? Vous voyez que c'est pas très intensif le changement dans les derniers mois. Euh, les chrétiens démocrates sont clairement en tête des sondages, 30% au moment. L'extrême droite, au moment, beaucoup gagné vis-à-vis les dernières élections nationales, au moment 21%. Sociodémocrates et verts, très proches de soi-même, euh, sociodémocrate 16%, vers 14%, alors c'est pas trop loin. Ensemble, vous savez que aux Pays-Bas, les deux partis sont fusionnés pour les élections nationales
et c'est un peu le même ici. Les sociodémocrates, les Verts ensemble sont même niveau que les chrétiens démocrates seuls. Euh, et les autres partis politiques, ils sont tous très proches de la barrière de 5%. Au moment, euh, la gauche est juste au-dessus de ce barrière. Ça semble, ils ont assez de support. Les libéraux, ils sont maintenant euh, juste en bas de cette barrière et ça semble difficile pour eux d'entrer encore une fois le Bundestag, le Parlement. Il y a une dernière partie politique que je n'ai pas expliquée jusqu'au moment. Ils ont nouveau Bündnis Sarah Wagenknecht, une partie politique nommée comme la personne en tête. Elle était toujours dans la gauche, mais elle a quitté la partie gauche et créé sa propre parti politique. Ils étaient ils ont eu de succès avec trois élections régionales en Est de l'Allemagne. Euh, ils sont maintenant aussi dans trois gouvernements régionaux. Cette partie de Sarah Wagenknecht, c'est un peu la combination de les points traditionnellement gauche, plus de taxes pour les riches et, et un peu plus de pensions comme ça, mais en même temps en combination avec la rhétorique d'extrême droite contre les migrants. Et cette fusion des arguments de deux extrêmes de la politique est aussi très en faveur de Poutine, de la Russe. Et avec l'extrême droite AfD, ils sont toujours contre les sanctions contre la Russe, euh, oui, la politique de supporter l'Ukraine dans la guerre. Euh, alors, mais quand il était plus clair que il va entrer le Bundestag, clairement, c'est quelques mois au moment, ça semble peut-être ils sont pas dans le prochain Bundestag. Alors, la coalition future probable, c'est en tête les chrétiens démocrates et la grande question au moment, c'est plus est-ce que ce sont les sociodémocrates ou est-ce que ce sont les Verts qui forment une coalition avec eux? Euh, oui, mais comment ça combine avec les discussions on avait les dernières semaines? Peut-être, Christiane, tu peux continuer ici. Ouais, volontiers. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a entre-temps peut-être déjà des questions, Chris? Chris et Christian? Je ne sais pas comment vous voulez le faire. D'abord des questions ou est-ce que je continue et puis après vous posez des questions? Oui, peut-être on peut continuer et après on va faire les questions. D'accord, Et je vais d'accord. lire les questions qu'il y a dans le chat, comme ça tout le monde a la question en tête. Et sinon, après, les participants vont pouvoir lever leurs mains et ouvrir leur micro. Voilà. Ok. D'accord. Bon, tout d'abord, bonsoir et encore une fois, un grand merci pour m'inviter. Je crois que c'est une excellente idée, un format très intéressant hein, de se réunir à plusieurs endroits comme ça ensemble en présence et en même temps d'inviter aussi des gens à participer dans une visio comme ça, c'est super. Quant à l'Allemagne, bon, il y a des spécificités et je crois que Chris les a expliquées très très bien.
surtout par rapport au système fédéral. En même temps, je crois qu'on peut dire que la situation politique avec les défis qu'il a aussi décrits, elle ressemble beaucoup à celle d'autres pays de l'Ouest, enfin, je dirais même de l'ancien Ouest, de nos voisins européens, y compris les États-Unis, peut-être bientôt le Canada, etc. C'est-à-dire, il y a cette vague ultranationaliste, eurosceptique, et ceci semble être la conséquence, enfin, il y a plusieurs raisons pour cette évolution, c'est clair, mais je crois que tout d'abord, c'est cette séquence de crises, des crises plurielles qui ont secoué notre monde depuis 2007-2008. Hein. Ça a commencé avec la crise financière mondiale, qui s'est devenue une crise d'endettement, etc. Vous connaissez tout ça. Donc, qu'est-ce qui est spécifique en Allemagne? Bon, c'est surtout notre passé. Parce qu'un parti d'extrême droite comme le AfD, ça pose question dans un pays qui a causé la Seconde Guerre mondiale et qui est responsable pour l'Holocauste, etc. Surtout vu que ce parti de l'extrême droite, qui commençait comme un parti populiste de droite, mais pas de l'extrême droite, qui était surtout eurosceptique, d'une manière que nous, en tant que fédéralistes européens, jugeraient certainement peu agréable, mais toujours acceptable dans un cadre démocratique. Mais rapidement, ils se sont radicalisés, ils ont été infiltrés, si vous voulez, par des groupes aussi et des individus néo-nazis qu'on a toujours eu en Allemagne. Seulement, les gens n'ont pas osé voter pour eux, ou bien ceux qui ont osé voter pour eux, enfin, qui sont déclarés plus ou moins ouvertement néo-nazis, enfin, c'était rare parce que déjà, c'est toujours pénalisé. Hein. On ne peut pas se prononcer positivement au national-socialisme, et avec bonne raison en Allemagne. Mais de toute façon, ceux qui l'ont fait, c'était une toute petite minorité. Mais là, maintenant les choses ont évolué. Et c'est cette incertitude, ce sont ces craintes des gens par ces multiples crises, causées par ces multiples crises, qui, enfin, je crois, qui expliquent en grande partie, où on est aujourd'hui. Il y a d'autres éléments importants que nous partageons tous, c'est comment est-ce qu'on communique avec les médias sociaux, etc. Vous connaissez tout ça. Bien sûr, ça joue un grand rôle en Allemagne aussi. Maintenant, ce qui est spécifique, ou peut-être pas, je ne sais pas, parce que bon, les partis de l'extrême droite, de toute façon, la plupart d'entre eux, mis à part peut-être les Fratelli en Italie, sont plus ou moins pro-russes. Hein. Et ça, c'est le cas aussi en Allemagne. Là, ce qui est spécifique pour l'Allemagne, c'est le passé historique donc, de l'ex-RDA. Et que nous, bon, j'allais dire que nous avons un vrai problème entre l'Allemagne de l'Ouest, ancien Ouest, et l'Allemagne de l'Est. Il y a beaucoup plus de gens qui votent pour les extrémistes à l'Est, même si il n'y a plus, depuis de longues années, il n'y a plus vraiment ces grandes différences qu'on a eues les premières années après l'unification de l'Allemagne. Donc, enfin, du côté social, c'est-à-dire un taux de chômage énormément élevé, etc. Tout ça n'est plus le cas.
il y a eu beaucoup d'investissements, il y a des endroits, par exemple dans la Saxe, il y a beaucoup de néo-nazis où il y avait beaucoup d'investissements, des entreprises très compétitives qui offrent de très bons emplois et quand même, il y a cette situation-là. Donc, il y a apparemment un contexte socioculturel, politique plutôt, par rapport à ce qui a été vécu et enseigné en ex-RDA et par les parents, enfin de ceux qui n'ont pas vécu ces temps-là, parce que bon, ça fait déjà un moment, depuis 89, ce qu'ils ont transmis à leurs enfants. Hein. Je crois que ça c'est un problème spécifique. Quant au cordon sanitaire et ce qui s'est passé là, bon, je crois que je veux croire que le cordon sanitaire est toujours là, mais ce n'est pas sûr et certain. Hein, on ne peut pas être sûr et certain. Si on regarde ce qui s'est passé en Autriche, et cet après-midi, vous l'avez certainement entendu, les négociations pour former une coalition entre les FPÖ, l'extrême droite autrichienne, et les conservateurs autrichiens a échoué, heureusement. Mais avant les élections, la droite démocratique en Autriche avait bel et bien déclaré ne jamais coopérer, former une coalition avec l'extrême droite, avec la FPÖ. Néanmoins, ils étaient en train de le faire maintenant. Donc, je crois que c'est inquiétant. Il ne faut pas jouer avec le feu. Hein. C'est tout simplement ça. Et en Allemagne, on a cette expérience historique. Et il y avait déjà une droite, il faut dire que même la droite qui n'était pas le parti nazi en 1933, mais il n'y avait plus beaucoup de démocrates. Hein, mettons-le comme ça. Mais ils croyaient pouvoir les contrôler, les nazis. Et bon, on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire là, il y a certainement des inquiétudes aussi justifiées. En même temps, je crois que la plupart des chrétiens démocrates ne fonctionnent pas comme ça. J'en connais beaucoup qui n'ont pas approuvé ce qui s'est passé, mais bon, ils disent pas ça maintenant, juste avant les élections. Si jamais les conservateurs obtiennent un résultat inférieur à ce qu'ils s'attendent, moins bon que les sondages, ce débat sera certainement mené. Si c'était une bonne idée de faire passer des motions au Parlement, plus ou moins pendant sa dernière séance, en acceptant que ces motions peuvent obtenir une majorité avec l'aide de l'extrême droite. De toute façon, elle était triomphante. Et c'était choquant pour tous les démocrates en Allemagne de voir ça. Il est vrai que, il y a cet élément très important que Chris a mis en avant, c'est que notre système, jusqu'à un certain degré, bon, la démocratie, elle n'est jamais sûre, elle doit être défendue au quotidien, c'est-à-dire, bon, on peut avoir une constitution forte, on peut avoir un système juridique très résilient, mais si une majorité de la population n'en veut plus de la démocratie, elle est perdue. Hein. Peu importe que ce soit un système centralisé ou fédéral. Donc, ouais. Et on verra bien ce que ça va donner aux États-Unis, parce que bon, c'est un système fédéral, la démocratie la plus ancienne, enfin, pas dans l'histoire peut-être, bien que bon, les anciens Grecs, c'était quand même pas très démocrate par rapport aux droits des minorités qui étaient les majorités. Enfin, mais dans le monde actuel,
la démocratie la plus ancienne, certainement, c'est les États-Unis. Et bon, on a le droit, on a le droit de se faire de grands soucis là aussi. Et la rapidité du déclin est quand même frappant. Ça me frappe de toute façon. Quant aux coalitions, oui, c'est la question. Est-ce que ça va être une coalition vraisemblablement soit des conservateurs avec les sociaux-démocrates ou avec les écologistes, avec les Verts. Mais il y a aussi des scénarios, malheureusement, dans lesquels, par exemple, ni l'une des deux options, donc ni une coalition avec les Verts, ni avec les sociaux-démocrates, aura une majorité. Il est possible, si trop de petits partis entrent au Parlement, qu'ils auront besoin, enfin qu'on aura besoin et ce serait très compliqué. Surtout si, par exemple, si c'était une coalition des conservateurs avec les sociaux-démocrates et les Verts, par exemple, contre, au pire, les extrémistes de droite, l'extrême gauche qui a aussi des tendances anti-immigration, xénophobe, et qui est très pro-russe, et une gauche radicale. Oui, Chris a certainement raison de la comparer à France Insoumise, mais qui aussi, dirais-je, elle n'est pas très pro-européenne. C'est ce qu'on peut dire de toute façon. Voilà, si c'était la seule opposition, cela ne donnera plus beaucoup de choix à l'électorat au cas où le futur gouvernement ne connaît pas beaucoup de succès. Donc, ça risque de devenir compliqué. Parce que les défis sont tellement grands que peu importe qui sera chancelier, bon, il y a une forte probabilité que ce sera M. Merz, à moins que les conservateurs ne choisissent pas quelqu'un d'autre parce qu'ils auront fait un score trop faible. Ça, c'est possible aussi. Qu'il y a encore une petite rébellion après les élections au parti. Aussi, analysons après ce qui s'est passé concernant le cordon sanitaire, parce que ça, ensemble avec un résultat pauvre, pourrait les mener à changer du personnel, ça c'est clair. Voilà. Après, ouais, ça, pour moi, c'est un grand souci qu'on n'a plus d'opposition démocratique. Je crois que ça, c'est le risque le plus, ce qui est le plus probable comme grand risque actuellement. Je ne vois pas encore que les conservateurs puissent vraiment se mettre ensemble avec l'extrême droite, parce que cela déchirerait le CDU. Même là, avec ce qui s'est passé maintenant, je connais pas mal de gens qui ont rendu leur carte d'adhésion. Et ce qui signifie quelque chose en Allemagne, parce que chez nous, c'est la carte d'adhésion à un parti, on obtient souvent quand on est très jeune, quand on commence à s'intéresser à la politique, et on a peut-être dans sa biographie 3 divorces, enfin, je veux dire, conjugal, plutôt que de quitter son parti. Cela veut dire quelque chose. Donc, mais il y en a des gens qui l'ont fait. Et si jamais un tel mouvement avait lieu vers l'extrême droite, beaucoup de membres partiraient. Je ne crois pas que ça va se passer maintenant. Mais il y a ce risque que ce sera le dernier gouvernement possible, démocratique, pour améliorer les choses. Et parlons des défis, vous avez entendu aussi ce qui s'est passé cet après-midi, c'est-à-dire
le nouveau secrétaire d'État à la défense des États-Unis, M. Hegseth, il a clairement dit que l'Ukraine doit abandonner du territoire, qu'il doit y avoir une paix qui doit être garantie par des troupes européennes et extra-européennes, mais pas américaines. Voilà. Et que les Européens ne doivent pas penser que 2% de leur BIP suffirait pour financer leur défense. Donc, et que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Ne devra, enfin, jamais pas, il n'a pas dit jamais, mais ne sera pas membre de l'OTAN. Donc, ça, déjà, créera tant de difficultés pour nos budgets, pour la stabilité politique, etc. Je crois que ça ne va pas être facile pour le prochain gouvernement. Moi, j'espère personnellement que le prochain gouvernement, peu importe comment il sera constitué, mais de toute façon avec des partis démocratiques, qu'il sera pas seulement pro-européen, mais qu'il acte de manière pro-européenne. Parce que ça, je dis, moi personnellement, je fais cette analyse avec vous de manière, comment dirais-je, indépendante, mais en tant que personne privée, comme individu privé, j'ai ma carte au SPD. Okay? Je suis social-démocrate. Mais néanmoins, je suis déçu parce que on a eu un programme du gouvernement, ce qu'on appelle un contrat de la coalition, qui était tellement pro-européen que normalement, maintenant, déjà, 3 années plus tard, on devrait être en plein milieu d'une nouvelle convention. Une nouvelle constitution pour l'Europe serait quasiment rédigée. Hein. L'État fédéral européen verra le jour très bientôt. Mais bon, rien, pas grand-chose s'est passé. Vous savez très bien comment, comme les enfants encore allemands se sont détériorés. Je crois qu'il y a des difficultés aussi avec les politiques choisies en Allemagne et en France, qui se contredisent en partie. Hein. Une politique très importante, la politique de l'énergie, elle est contradictoire. Il va falloir trouver une compréhension qui permettra de la politique d'énergie, qui permettra de coopérer, de travailler ensemble, de trouver des réponses pour la sécurité de l'énergie et des industries européennes, hein, etc. Et je crois qu'il y a là, à part ce qu'on peut dire et mettre dans un programme, ce qui peut paraître très prometteur, des faits qui sont très importants par rapport à l'avenir européen et à pouvoir atteindre notre objectif, une fédération européenne. Pour cela, il va falloir plus de cohésion dans les politiques, ça c'est clair, et plus de volonté de travailler très étroitement ensemble et de ne pas seulement défendre son propre industrie, sa propre industrie de défense, etc. Et les uns qui achètent ici, les autres qui veulent ça va être compliqué, surtout que bon, mais je crois que je ne parle plus des élections là. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et laisser plus de temps au débat. Merci. Merci beaucoup. Ben, tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant et très pertinent. Et je crois qu'il y a plusieurs thèmes qui sont intéressants et
je crois que c'est un peu, tout est lié. On part des États-Unis, on arrive en Ukraine. Le dernier jour fixe, on a parlé aussi de la Roumanie. Toutes ces situations sont de quelque manière liées l'une à l'autre. Et la dernière, juste un lien chronologique, c'est l'Allemagne. Et je trouve que ce que vous avez dit sur la démocratie, c'est très important. C'est pas quelque chose de donné, mais c'est quelque chose qu'on doit défendre constamment. Et c'est sûr que ces élections allemandes posent beaucoup des questions sur la défense de la démocratie et si la démocratie va survivre à ça. Et voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on peut passer aux questions. Il y en a dans le chat. Merci Chris, tu as déjà répondu, mais j'aimerais bien aussi le lire à haute voix, comme ça tout le monde peut avoir aussi la réponse. La première, c'est la question de Chantal. Quelle coalition pensez-vous gouvernera après ces élections? Grande coalition, CDU, SPD, mais sera-t-elle majoritaire? Sinon, une coalition Kenya est-elle envisageable avec CDU, SPD et Vert? Si Chris ou... Bah, je crois qu'on peut répondre peut-être les deux. Enfin, maintenant, je crois qu'il sera. Normalement, il y a quelques semaines encore, j'aurais dit les deux sont possibles parce que les Verts sont très proches des sociaux-démocrates et vous pourrez même avoir un vote en plus. C'est toujours possible. Pour le moment, les sociaux-démocrates semblent être 2% en tête, mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est dans la marge d'erreur aussi dans les sondages. Et il y a eu, comment dirais-je, beaucoup de tendances dans le passé, entre les conservateurs et les Verts, de s'entendre bien sur un certain nombre de sujets. Mais maintenant, il y a eu les dernières semaines ce débat très, très, comment dirais-je, difficile sur l'immigration. Je crois que c'était une erreur majeure de M. Merz de mettre cela à l'ordre du jour comme il l'a fait. Je crois que les partis démocrates doivent parler des problèmes de l'immigration parce que 2 tiers de la population disent qu'il y a un problème. S'ils ne répondent pas à ça, ils vont aller vers l'extrême droite. Mais de le faire quelques semaines avant les élections, comme M. Merz l'a fait, je crois que c'était une erreur parce que il y a un autre sujet qui, jusqu'à ce moment-là, était le souci principal des Allemands, c'était l'état de l'économie et le futur des emplois. Et avec bonne raison, parce qu'il y a des données qui sont plutôt choquantes, qu'on n'a pas connues en Allemagne. Par rapport à la déindustrialisation, c'est un mot qui est monnaie courante maintenant. Et donc, ce thème ne joue plus quasiment aucun rôle. Et le thème de la migration, c'est le thème principal de l'extrême droite. Et je crois que la plupart des experts, au moins, disent que normalement, si on commence à parler exclusivement d'un sujet qui est le sujet principal d'un certain parti, on va plutôt servir à ce parti-là. Donc, je ne crois pas que les conservateurs vont en bénéficier. Mais pour le moment, les sondages sont très, comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Chris l'a expliqué très bien. Seulement la gauche radicale. La gauche radicale a peut-être un peu plus d'espoir de passer au-dessus de la barrière de 5%. Mais sinon, c'est une question de 1 ou 2%. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement.
Pour le moment, rien ne bouge, mais le pays est vraiment nerveux. Le pays est très nerveux. Les gens sont nerveux. Donc, moi, je crois que ce thème-là, la migration, a aliéné les Verts des chrétiens démocrates. Parce que pour la base des Verts, ce que M. Merz revendique, je crois que ce n'est pas compatible avec les Verts. C'est pas compatible. Les sociaux-démocrates sont prêts à mener une politique plus dure, plus de droite par rapport à la migration que les Verts. C'est pour cela que je crois que ce sera plutôt ça, mais dans mon analyse, il n'est pas sûr et certain que les conservateurs et les sociaux-démocrates auront une majorité. Ouais. Merci beaucoup. On peut donner la parole à Gérard. Oui, je voulais savoir si les rapports de Mario Draghi et Enrico Letta ont été commentés en Allemagne. Est-ce qu'ils ont une influence sur les débats électoraux et en particulier sur le point très précis d'une union de l'épargne pour effectivement mobiliser l'épargne européenne à un niveau trans-européen? Chris, toi ou moi, c'est comme tu veux, je peux répondre. Vas-y, après, je peux répondre à la question de désinformation. Ah, très bien, OK. Les rapports de Letta et de Draghi, non. Dans le grand public, ça n'a pas été vraiment un sujet qui aurait intéressé les gens énormément. C'est un grand problème qu'on a en Allemagne. C'est un peu paradoxal parce qu'on a en même temps comment dirais-je, quand même un soutien pour l'idée européenne très fort en Allemagne, traditionnellement, toujours. Et par exemple, une section des fédéralistes quand même très importante par rapport à ce qui, en termes relatifs, est normal en Europe. Et en même temps, les sujets européens, pour que les gens s'y intéressent, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Dans la classe politique, ah ben là, oui, bien sûr, là, on a parlé de ces rapports-là, et ils sont très importants. Et quant au futur financement de l'Union européenne, voilà, il y a bien sûr des différences entre les partis. Il y a cette... mais ce débat-là, il est aussi mené plutôt au niveau national déjà, mais la dimension européenne, elle est liée étroitement. C'est-à-dire, on a mis, moi personnellement, je trouve hallucinant, on a mis dans la Constitution ce qu'on appelle un frein de l'endettement. C'est-à-dire, on se limite à de l'endettement d'une manière soutenable, ce qui semble être raisonnable, bien sûr, mais maintenant, c'est illégal, si vous voulez, de passer par-dessus ce qui a été défini. Mais on doit passer par-dessus, par exemple, si on veut envoyer quelques brigades allemandes en Ukraine pour sécuriser une paix ou pour transformer notre industrie pour atteindre les objectifs de Paris, par exemple. Hein, je parle du climat, etc. Donc, il y a notre infrastructure. On a économisé pendant une trentaine ou moins d'années. Et voilà, le pays n'est plus le même. Il faut y mettre des milliards et des milliards. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que l'Allemagne est le seul pays toujours industriel, malgré cette tendance dangereuse de déindustrialisation, qui est le seul pays avec des finances publiques aussi saines. C'est-à-dire, tous les autres pays, pas seulement en Europe, mais les États-Unis, le Japon, ils ont un endettement beaucoup plus important, un endettement public beaucoup plus important. Et moi, je partage l'analyse qui est, je crois, populaire en France, mais là, je suis dans une minorité en Allemagne,
clairement dans une minorité, que l'Allemagne n'a pas suffisamment investi aussi par rapport à sa responsabilité envers le projet européen et le rôle que l'Allemagne a nécessairement comme économie au centre de l'Europe, avec le poids qu'elle a, pour l'économie européenne, donc aussi pour le développement économique en Europe entière. C'est-à-dire pas suffisamment d'investissement et je crois que ça doit changer. Moi, personnellement, je crois que la seule manière de monter une défense, de faire barrage aux Russes crédible, sera de donner les compétences nécessaires à l'Union européenne et de créer quelque chose qui, à terme, pourrait être quelque chose comme une armée européenne. C'est au moins, je crois que c'est la vision. Et ça va commencer là, dans ce domaine-là. Et je crois que même les conservateurs vont passer par là. Et ça ne va pas être facile pour eux parce qu'ils en ont fait, comment dirais-je, quelque chose de très symbolique qu'il faut défendre. Et c'était Mme Merkel qui a toujours dit c'est comme la femme au foyer du Baden-Württemberg qui a la réputation d'être très économisant et un peu chiche. Et on peut seulement dépenser ce qu'on gagne. Mais ce n'est pas vrai pour un État. Voilà. Donc, c'était faux. Je crois qu'il y aura une correction. Je l'espère, moi. Et je crois que M. Exeth est peut-être un des pères de l'État fédéral européen. Et M. Trump. Et M. Poutine. Malheureusement, parce que c'est une voie d'unification européenne très risquée. Mais il nous pousse à agir. Juste pour compléter ça, qu'est-ce que Christian a dit? Friedrich Merz, le candidat chancelier des chrétiens démocrates, a donné un discours très grand pour la politique étrangère et il a parlé aussi de la nécessité d'investir beaucoup plus dans la défense et de l'organiser dans une manière européenne. C'était intéressant pour moi quand le chancelier maintenant a le grand sommet des têtes de gouvernement et d'État européens Olaf Scholz a dit non à une dette européenne pour investir dans la défense. Je présume parce que ce serait pas bon pour la discussion en Allemagne vis-à-vis de la dette et donner l'argent allemand pour les besoins européens. C'était pas ce clair avec Friedrich Merz. Il a dit aux premières, il faut organiser la défense et l'investissement vraiment européen. Il faut arrêter la duplication des produits que chaque pays a son propre machine pour la guerre, pour l'air, pour la terre et comme ça, mais qu'il faut vraiment le faire ensemble. Et après, on peut peut-être aussi parler même de dette européenne. Alors, il n'était pas clairement en dire non, et je le trouvais très intéressant et très européen et très ouvert, mais c'est vrai qu'en Allemagne, c'est toujours populaire de dire pour Europe, mais de dire l'argent pour Europe, ça, c'est beaucoup moins attractif. Et alors, c'est compliqué. J'ai aussi peur que ce serait beaucoup plus
clair que les pro-européens, les pro-démocrates gagnaient ces élections si on parlerait plus de l'économie et moins seulement des migrations et seulement dans une façon de le définir comme un problème. Parce qu'au même temps, les experts officiels du gouvernement allemand qui donnent qu'est-ce que sont les plus grands problèmes de l'économie allemande, ils disent un de ces plus grands problèmes, c'est un manque des travailleurs. Alors, de parler de migration dans une façon seulement négative, dans un temps qu'on a clairement besoin de millions des immigrants, c'est un peu fou. Mais c'est où on est. Et oui, la question, c'était comment c'est avec la désinformation, l'influence des autres pays sur le débat, et spécialement dans les réseaux sociaux. Et juste pour donner deux exemples, le magasin Der Spiegel a trouvé qu'il était une attaque sur les voitures. On a utilisé la mousse de bricot pour bloquer, euh, euh, aïe, 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 mot complexe. Le tuyau d'échappement. Oui, Le merci. tuyau d'échappement. Merci beaucoup. Exactement, ça c'était bloqué et on a laissé un signe soit plus vert. Alors, clairement indiqué, ça c'est une attaque des gens qui veulent protéger le climat et qui supportent les verts. Nous avons attaqué votre voiture. C'était grande nouvelle dans les journaux. Et après, Der Spiegel a trouvé que c'était une attaque des agents de Russes qui le fait pour montrer les verts dans une mauvaise lumière. Et c'est clair, le service pour la protection de la Constitution a dit clairement que l'Allemagne est une tâche prioritaire pour l'influence russe dans la débat national. Ces grands numéros de millions d'euros qui sont investis dans ça, il y a en même temps pas au moment vraiment une preuve comme on a trouvé en Roumanie qu'il y a vraiment beaucoup de millions investis dans les micro-influenceurs comme on a fait là-bas. Mais en même temps, peut-être AfD n'a pas besoin de quelque chose comme ça en même qualité qu'en Roumanie. Ils ont déjà le support de Elon Musk et le support qu'il donne avec avec être présent dans les grandes manifestations de AfD, être présent avec Alice Weidel très clairement en X. Tout le monde parle de ça. C'est la valeur de millions si l'AfD avait le besoin d'acheter attention qu'il gagne de Elon Musk directement. Alors ça c'est clairement une influence en faveur de l'extrême droite et clairement en faveur d'une personne probablement le plus riche du monde qui n'a pas d'intérêt qu'il y a un Europe très, très fort qui peut régler le matière où il veut investir. Et ça, c'est vraiment très clairement anti-européen. Oui, c'est sûr, c'est clair. Et on a parlé même pendant le dernier jour fixe de ce problème avec la désinformation et surtout avec ce qui se passe en Roumanie.
Et on espère, je crois que vous n'avez pas à avoir la même chose en Allemagne, même si il y a des situations comme celle que tu viens de décrire qui démontrent qu'il y a quand même des ingérences et il y a quand même des personnes qui ont l'intérêt à produire ce type d'informations pour Les provocations déstabiliser. d'Elon Musk avec ses politiques controversées et ses gestes polémiques sont en train de faire plonger Tesla. Les ventes de voitures électriques J'ai coupé le son de tout le monde. Un sujet très important. François, tu veux poser ta question? Bon, sinon, on peut passer la parole à Lyon. Nos amis connectés de Lyon. Approche-toi. Hein. Comme ça, tout le monde très bien. Bonjour, en fait, j'ai une question parce que je sais qu'il y a un certain politicien en Allemagne qui veut imposer une sorte de dissolution du parti par le Cour constitutionnel d'Allemagne. Est-ce que c'est toujours le cas? Et si c'est le cas, c'est quoi l'argument pour cette dissolution du parti AfD? Voilà. Moi, j'ai pas bien entendu la question. Est-ce que peut-être, Luc, tu peux la Oui, répéter? oui. que La j'ai question, compris, c'est hein. ouais, c'est sur la dissolution, une potentielle dissolution de l'AfD par la Cour La constitutionnelle. prohibition, hein, oui, qui serait interdit par la Cour constitutionnelle. On a eu ce débat depuis des années, mais ce n'est pas facile pour de bonnes raisons. Ce n'est pas facile d'interdire un parti politique parce que ça pourrait être un outil aussi antidémocratique, hein, utilisé contre la démocratie facilement. Maintenant, en Allemagne, à cause de l'expérience de la République de Weimar et comment ça s'est terminé, on a introduit la possibilité d'interdire des partis, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'évidence qu'ils agissent contre la Constitution, contre les éléments clés de la Constitution. Personnellement, je crois que cette évidence, elle est établie, elle est là. Seulement, on a raté le moment de le faire parce que d'interdire un parti qui tourne autour de 20%, ce n'est pas évident. On créera, dans ce cas-là, une situation difficile à anticiper comment ça évoluerait. Et c'est clair qu'il y aurait rapidement une refondation du même parti avec un programme changé un peu, peut-être. Je ne sais pas, ça serait compliqué. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Et ils avaient peur, on avait peur que si jamais comment dirais-je, les éléments nécessaires pour pouvoir porter un tel jugement n'étaient pas établis, que cela donnerait encore beaucoup plus d'impact à la AfD. Le problème est aussi qu'on a eu peut-être un peu trop d'agents secrets dans les structures néo-nazis et parmi les gens-là, peut-être qui vivaient dans une zone grise, qui étaient des anciens néo-nazis qui commençaient à travailler pour l'intelligence, etc. Et mais c'est un peu compliqué. S'il y en a trop là, ça pourrait être aussi ça aurait pu avoir un effet négatif devant la Cour constitutionnelle. Donc,
C'est pas facile d'interdire un parti. On en a eu des interdictions quand même, hein, d'un parti clairement néo-nazi tout au début de la République fédérale d'Allemagne, donc de l'ancienne Ouest. Et après, d'un parti communiste. On a eu une première débat sur une motion qui a demandé pour ça dans le Bundestag, c'est juste quelques jours. Et c'était pas évident d'avoir une majorité dans ce Bundestag. Alors, on n'a pas voté parce que c'était plus probable que ce ne serait pas une majorité ce fois. Les conservateurs, les libéraux ont dit plus ou moins grande majorité non pour une motion de demander le cours constitutionnel de dire si l'AfD est assez contre la Constitution pour vraiment le décider. Il y a beaucoup des moments où même notre groupe des fédéralistes dans l'Est de l'Allemagne disent « Moi, je ne veux pas être dans le public avec mon table, avec mes brochures, parce que j'ai peur. J'ai peur d'extrémistes qui va m'attaquer. » C'est plus intensif pour les partis de la gauche qui sont attaqués avec la violence par l'extrême droite. C'est peut-être un peu la question, est-ce qu'ils sont vraiment, eux qui attaquent, est-ce qu'ils sont assez liés avec la partie AfD pour dire la partie est militante contre la Constitution ou ce sont seulement les personnes qui sont proches de l'AfD? Quand j'ai discuté avec les amis fédéralistes chrétiens-démocrates, ils me disent, eux qui ont écrit cette possibilité dans la Constitution allemande, ils ont pensé de la situation en avant de Hitler a pris le pouvoir, où tu avais les communistes et les nazis dans les rues de Berlin et des grandes villes d'Allemagne qui sont attaqués où ils étaient les gens vraiment tués par ces confrontations. Et ça, c'est la militant contre la Constitution qu'ils ont pensé. Alors, ça fait un peu l'impression à moi, s'il n'y a pas les gens tués par l'AfD, les conservateurs sont peut-être un peu hésitants pour vraiment demander le cours constitutionnel sur cette question. On a En même temps, si je peux, en même temps, bon, les gens qui attaquent, les néo-nazis qui attaquent des démocrates, par exemple, pendant la campagne électorale, comme tu viens de décrire, hein, il y a eu des cas aussi pendant les élections européennes, enfin avant les élections européennes. Ils ne disparaissent pas si le parti interdit est dissolu. Tu aurais peut-être même plus de violence. Hein. Ça, c'est une bonne question. Hein. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Ce serait oui, mais c'est facile, compliqué. ce serait facile de décider contre une nouvelle partie s'il y a assez de similaires personnes, similaires éléments du parti même. On a une autre question de Paris. Oui, bonsoir. Moi, j'ai plus remarques et questions. Par rapport au parti de gauche Die Linke, je crois qu'il est beaucoup plus proche du Parti communiste français que de la France insoumise. D'ailleurs, en principe, ils sont même partenaires. Et je verrais plus la BSW, donc le Parti de gauche nationaliste proche de LFI, vu les liens entre Mélenchon, La Fontaine et Wagenknecht. Et le fait aussi que pratiquement
à part naturellement la question migratoire, où là, ils ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde. Voilà, c'était un petit peu pour expliquer les choses, parce que bon, le Parti communiste français existe encore, et il fait partie de la gauche, disons, enfin de la gauche. Voilà. Ensuite, j'ai une question par rapport à ce qui se passe. Bon, le Bundestag est quand même l'instance suprême en Allemagne, ce qui est très important. Et l'AfD va devenir le premier parti d'opposition si on suit les sondages. Donc moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, surtout si le parti de Sarah Wagenknecht entre au Bundestag. Et ensuite, là, j'ai plus des réflexions. Je pense qu'il y a une société civile qui est très forte, y compris à l'Est, en Allemagne. On le voit dans les mobilisations aujourd'hui contre l'extrême droite, donc ce serait bien de nous en parler. Et d'un autre côté, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit qu'avec l'extrême droite, tout va très vite en Allemagne. Si on voit que l'AfD a été créée il y a 12 ans, et qu'en 2013, aux élections, elle n'a même pas fait 5%. Ensuite, 4 ans plus tard, elle était à plus de 12%. Et aujourd'hui, elle dépasse les 20%. Et je pense qu'à l'échelon du cordon sanitaire, ça évolue aussi malheureusement rapidement. Il y a déjà eu des fractures dans des élections à l'échelon de Länder, comme en Thuringe. Et Merz, alors là, Merz, pour moi, c'est quand même quelque chose de très grave, parce que c'est lui qui disait encore il y a 1 an que tout le monde de la CDU qui organiserait un rapprochement avec l'AfD serait exclu. Donc peut-être qu'il aurait fallu l'exclure après le vote qu'il a fait passer au Bundestag. Et cette évolution s'est faite en 1 an. Donc là aussi, c'est pour moi quelque chose d'inquiétant. Et est-ce que, même si vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait des départs de la CDU, ça, j'en doute pas. On a eu, à mon avis, le départ déjà de Michael Friedman, qui est un grand intellectuel, communauté juive, et vraiment quelqu'un de très bien et de très intéressant. Et moi, je me pose des questions sur est-ce que vous êtes sûr qu'à long terme, sur les 4 ans, et même si les accords de coalition durent longtemps, parce qu'en Allemagne, les accords de coalition peuvent durer 2 ans, 2 mois, 3 mois, est-ce qu'on n'arriverait pas à une alliance quand même avec l'AfD? Voilà, moi, je suis inquiète de ce côté-là. Merci. Je ne sais pas si Christian ou Chris qui veut commencer. Oui, je partage votre inquiétude. C'est pour cela que j'ai évoqué l'exemple, entre guillemets, l'exemple autrichien, parce que là, c'était à peu près, enfin, une situation comparable. Maintenant, il y a quand même une différence importante, c'est que le FPE est beaucoup plus ancien et qu'il y a déjà des coalitions au niveau des Länder en Autriche. Donc là, il y a une différence. Mais quand même, ils avaient exclu clairement de coopérer avec eux au niveau national et ils étaient prêts à le faire maintenant, à condition que, etc. Bon, les conditions n'étaient pas remplies apparemment, heureusement. Mais en Allemagne, je ne suis pas sûr, parce que si vous avez tout à fait raison, les choses évoluent tellement rapidement. Moi, j'espère quand même, et je crois plus probable toujours, qu'il y aura, et j'espère, un gouvernement seulement de 2 partis, enfin, ce sont 3 théoriquement, parce que le CDU et le CSU en Bavière, c'est 2 partis, mais bon, prenons ceux-là comme un parti. Donc, qu'il y aura une coalition de 2 partis seulement, que ce soit les conservateurs et les Verts ou les conservateurs et les sociaux-démocrates. Et que ceux-là, puisque vous parlez des accords de coalition, qu'ils arrêtent de définir chaque pourcentage pour n'importe quoi dans leurs accords. C'est ridicule, ça n'a rien à voir avec la réalité. Les programmes politiques, franchement, c'est pour cela que j'ai évoqué le programme très pro-européen du gouvernement qui a échoué. Ils n'ont fait rien pour l'Europe. Enfin, pas beaucoup, hein, pas grand-chose. Et ce qui compte, c'est qu'il y a un nouveau gouvernement, soit Merz-Habeck, soit Merz-Pistorius peut-être. Et
et qui s'entendent bien avec Tusk et avec Macron ou un successeur un jour. Mais bon, 27 c'est encore loin. Donc avec Macron. Même, oui, mais bon, mais il est le président français. Donc, qui s'entendent bien, qui esquissent quelque chose, qui mettent quelque chose en œuvre. C'est ça ce qui joue. Et s'ils n'arrivent pas à ça, un jour, tôt ou tard, des gens comme Trump seront au pouvoir, en Allemagne aussi, comme en France. Hein. Vous avez Le Pen, nous avons Weidel, je sais pas. Ils sont là, ils sont prêts, et il faut l'éviter. Mais pour cela, il faut faire une bonne politique qui convainc une majorité des gens. Il ne faut pas faire une politique qui a raison, mais fait faillite. Il faut faire une politique qui a peut-être aussi tort, mais qui convainc et qui, en convaincant, correspond d'une certaine manière aussi à des réalités et crée des réalités à nouveau qui donnent plus de stabilité, plus de confiance aux gens. Parce que les gens, c'est ça le problème, hein? Les gens, ils ont ras-le-bol, hein, comme on dit. C'est ça le problème. Et il ne faut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que me donne un peu d'espoir, c'est que tu as vu 100, quelques 100 000 personnes à Berlin contre l'approchement de AfD avec les chrétiens démocrates à München, où tu connais normalement, se trouve Oktoberfest. C'est plein des gens qui sont contre, qui sont pour le cordon sanitaire. Et tu as les églises en Allemagne qui sont assez clairement contre une normalisation de AfD. Et il y a beaucoup de gens qui se voient aussi dans la CDU. Et c'est au moment, bien sûr, un moment où le candidat chancelier est toujours correct et tous les autres qui sont contre ça disent rien, avec l'exception d'Angela Merkel, parce qu'elle est, elle est libre maintenant. Mais je pense après les élections, il y a probablement aussi plus de gens qui disent on veut pas faire ça. Il y a les ministres-présidents à Schleswig-Holstein ou en Nordrhein-Westfalen, qui sont les figures assez importantes dans la CDU et qui le trouvent pas une bonne idée et qui forment les gouvernements avec les Verts. Alors, je pense que ça me donne un peu l'espoir que me fait peur, c'est la normalisation en même temps avec aussi les chrétiens démocrates qui travaillent très bien ensemble avec l'extrême droite au Parlement européen. On a eu aujourd'hui un débat, vous pouvez le voir en français aussi, dans le plénière de Parlement européen, qui a discuté exactement sa question. La normalisation, travailler avec l'extrême droite et que ça fait une menace pour l'économie de l'Europe. Et alors, voyez ça, où c'est pas ce clair si on va continuer ou arrêter cette normalisation de l'extrême droite. C'était une question sur la gauche. Je pense le mouvement dans la gauche, la partie gauche en Allemagne, c'est un peu, on devient un peu plus pro-européen, euh, euh, plus capable de faire les compromis démocrates au moment, parce que Sarah Wagenknecht était toujours un problème vis-à-vis ça, et elle a quitté, et avec cette
clarification d'un problème on a eu pour longtemps, là. Je pense ça c'est peut-être plus facile, mais nous avons aussi l'expérience avec une femme importante, députée européenne de la gauche, qui était avec nous et qui était arrêtée par la gauche, c'est déjà 10 ans, euh, parce qu'elle était trop européenne pour eux. Alors, on va voir où la gauche vraiment va se placer, mais au moment, personne peut être vraiment imaginé que la gauche veut être partie d'un gouvernement parce que, oui, toujours si elle était possible, ils ont choisi pour pas le faire, comme à Hessen ou aux autres pays régionaux où ils ont évité de le faire. Oui, on s'approche à la fin. Je crois qu'on peut prendre encore la question de Chloé très rapidement et après on va clôturer, je crois. Oui, merci. Alors, ma question, elle était un peu longue. Je vais essayer de faire court pour que vous puissiez y répondre rapidement. Mais merci beaucoup déjà pour tout ça. C'est ce que disait Françoise sur le fait que l'AfD monte très vite en Allemagne. On voit les nationaux populismes qui montent partout en Europe. Est-ce que vous, à l'UF Allemagne, vous réfléchissez comment est-ce qu'on peut actualiser notre discours sur le fédéralisme et le fédéralisme européen face en fait à ces remises en cause de l'état de droit, alors que nous, on se base beaucoup sur l'état de droit pour défendre le fédéralisme. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Comment est-ce qu'on peut parler autrement aux gens pour leur parler de fédéralisme? Parce que c'est intéressant aussi qu'on puisse croiser les idées. Vous le disiez, on n'endiguera pas la montée des nationaux populismes si on parle de leur sujet. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut répondre aux attentes des gens aussi avec nos propositions fédéralistes? Voilà, merci. Oui, depuis des années déjà, on a mis beaucoup d'accent sur le fait que notre vision de l'Europe et notre compréhension du fédéralisme politique sont étroitement liées à la démocratie et à l'état de droit. Et en faisant cela, moi personnellement, j'ai espéré qu'on pourrait activer, mobiliser plus de citoyens, citoyennes, mais je vous avoue que ce n'est pas vraiment le cas. Bon, il faut dire que l'évolution de notre association a été plutôt positive jusqu'à la Covid, oui. Hein, La pandémie de Covid. La pandémie, voilà, la pandémie. Et puis, après, les enfants, je ne sais pas, c'est un problème. Et moi, nous sommes très, très tôt clairement positionnés comme anti-AfD. C'est-à-dire, on a voté une résolution que des gens dont on sait qu'ils adhèrent au AfD ou qui sympathisent avec l'AfD, voire qu'ils ont des mandats au sein du parti, ne seront pas admis dans notre association. Et on a fait la même chose par ailleurs pour le parti de Madame Wagenknecht maintenant, récemment, l'automne dernier. Et moi, j'avais espéré que ceci pourrait être un argument de plus d'être pro-européen, de s'engager pour l'idée du fédéralisme européen. Mais pour le moment, je ne vois pas encore cette mobilisation. Il est vrai qu'il y a maintenant ces manifestations. Par ailleurs, on a eu des manifestations, beaucoup de manifestations, surtout en Allemagne, avec Chris, aide-moi, autour des élections présidentielles françaises, juste avant, il y a des années, quand des gens avaient peur que Le Pen pourrait devenir présidente. C'était notre compétiteur, nos amis de... il s'appelle comment?
Yes, merci. J'ai un trou. Et, mais ce sont toujours des moments où les gens qui sont dans la rue, ils seront partis dans quelques semaines. C'était la même chose là. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de, ce n'est pas soutenable. C'est très difficile à maintenir cela et d'avoir une continuité. Hein. C'est très difficile. De toute façon, Path of Europe n'est pas parvenu à ça et à long terme. Hein. Et voilà. Et ces manifestations-là, ça va aussi cesser le moment que, après les élections, enfin, j'espère moi, quand il y a un gouvernement démocratique. Mais bon, il faut voir, il faut voir. Tout dépendra aussi du résultat de l'AfD. Il serait bien qu'il reste au-dessous des 20%. Ce serait toujours beaucoup trop, mais ouais, un peu rassurant. Donc, dans le discours, ouais, pour nous, que c'est la démocratie, ça c'est important. Parce que des projets d'unification d'Europe, on en a eu dans l'histoire. Hein. Même les nazis voulaient une Europe unifiée. Mais voilà, d'une manière qui n'est pas compatible avec nos idées. Et donc, il faut qu'elle soit démocratique, pluraliste, fédéraliste, enfin, que l'état des droits compte. Hein. Et par rapport au fédéralisme, il faut dire aussi, étudions bien les exemples qui existent, il y a là aussi des difficultés. Donc, il faut vraiment tirer des leçons aussi par rapport à des compétences clairement établies ici et là. Parce qu'en Allemagne, on a aussi du mal à passer des réformes maintenant, à avancer dans certains domaines, dans la modernisation du pays, parce que dans le fédéralisme, tout le monde est responsable de la digitalisation. Voilà pourquoi elle n'a pas lieu. C'est un peu un problème aussi. Donc là, il faut faire attention aussi. Ouais. Je pense, c'est pas le moment où on peut parler à Jean de fédéralisme européen abstract, de changement des traites pour la raison que quelque chose que nous sommes très intéressés de ça. Et alors, il faut parler des sujets où les gens savent c'est maintenant relevant. Alors, c'est maintenant relevant que Trump va dire, vous devez investir plus dans la défense, ça coûte des milliards d'euros, et nous savons, tous nous fédéralistes savons bien que l'Europe peut faire ça beaucoup moins cher. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, il était un expert dans le télé ici en Belgique, en flamand, qui a expliqué ce plus d'investissement de défense, c'est ce moins de vous pension, de vous sécurité sociale. Alors, l'argent vraiment directement relevant pour les gens, monsieur Rutte a explicité ça au Parlement européen. Oui, on peut, si on veut couper l'argent pour la défense, il y a la sécurité sociale comme le plus grand portion de budget national. Alors, si on veut clarifier que plus de défense peut être pas beaucoup moins de sécurité sociale, l'Europe est la solution pour ça. Alors, il faut parler de ça. Il faut parler de la sécurité de nos démocraties dans l'Internet, de réseaux sociaux qui sont contrôlés plus en plus par les billionnaires américains avec un intérêt contre l'Europe, contre la démocratie, en faveur de l'extrême droite. Et si on veut faire les règles contre ça, c'est seulement possible avec l'Europe. Alors, ça sont les choses, j'ai le sentiment que les gens
sont intéressés de parler. Et il nous faut parler de ça aussi. Et en même temps, il faut être mieux organisé pour combiner les petits thèmes qui sont relevants pour l'Europe avec notre organisation. J'étais le lundi dans un webinaire qui était 1300 personnes, que c'était aussi sur un thème de politique européen. Et c'est basé sur les listes des contacts qui sont collectés par 10 ans, 20 ans. Chaque fois, mon ancien député était dans une rencontre, il a collecté tous les emails des gens. Et maintenant, il y a une liste de 1000 et 1000 de personnes qui sont contactables pour ces webinaires. Et il nous faut organiser quelque chose plus comme ça, que chaque contact que nous faisons comme fédéralistes, pour nous, c'est possible de recontacter ces personnes et de parler des solutions pro-européennes qui sont mieux avec l'Europe. C'est même pour l'énergie renouvelable et les coûts de l'énergie qui sont mieux. Et il faut connecter ces petites batailles pour arriver à la grande bataille, je pense. Et j'aimerais bien que tu me partages cette liste de 1000 contacts, comme ça on peut les inviter au jour fixe et on peut arriver à toucher un public un peu plus grand. Donc je rigole, mais oui, c'est vrai, c'est super important. Et merci aussi pour ce message un peu d'espoir pour finir un peu en bonheur, oui. Je crois qu'on est à la fin de ce jour fixe. Avant de vous laisser, je vous rappelle juste 2-3 choses. On va avoir une session d'accueil des nouveaux adhérents le 26 février. Du coup, si vous venez d'adhérer et vous êtes intéressé, ben, il y a cette session pour vous. Aussi, le prochain jour fixe, dans un mois, le 12 mars. On n'a pas encore de thème, mais bientôt, on y réfléchit. Donc, on espère vous voir dans un mois pour le prochain jour fixe. Et aussi, on vous rappelle qu'il y a l'université de printemps. C'est déjà ouvert, les inscriptions sont déjà ouvertes pour le deuxième week-end d'avril, c'est ça? Oui. Oui. Donc, vous pouvez vous inscrire et commencer à réserver vos billets si vous êtes intéressé. Et pour terminer, merci à Chris et Christian pour votre intervention. C'était super intéressant et on croise les doigts. Et on espère que tout va bien se passer. On pense à vous, oui, tout le monde pense à vous. Surtout nous. Merci. Ce ne sera possible qu'ensemble, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. On a besoin de vous aussi.